Quand j'étais étudiante au doctorat, il y a un autre pan de ma vie intellectuelle qui s'est ouverte, c'est celui des revues, des périodiques culturels. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure Francine Saillant, qui était ma grande amie. J'étais à Montréal, elle était à Québec, mais on voyageait beaucoup toutes les deux pour toutes sortes de raisons, donc on se voyait régulièrement. Elle était membre du comité de rédaction de la Revue des Rives, et elle m'en parlait. Donc, la Revue des Rives, c'est une revue littéraire, et ce qu'elle me disait me fascinait beaucoup. Des Rives dirigée à l'époque, ben, elle a toujours été dirigée par Jean Jonassin, puis à un moment donné, Francine est passée de collaboratrice à membre du comité de rédaction. Donc, je l'enviais de ce privilège de participer à une entreprise intellectuelle de ce type-là. Et elle m'avait même invité à publier un article dans des Rives. En fait, au fil des ans, j'en ai publié plusieurs, mais le premier, là, j'étais vraiment honorée. Et j'ai eu le bonheur ou la surprise en 79, surprise, bonheur, oui, bonheur, sûrement surprise plus ou moins, d'être invitée à faire partie du comité de rédaction de la revue Possible, à laquelle participaient Marcel Rioux et Gabriel Gagnon, justement, deux de mes professeurs. Donc, ils nous ont invités à les rejoindre, moi et Jean-Pierre Dupuis, qui était étudiant à la maîtrise en sociaux. Moi, à l'époque, j'étais étudiante au doctorat en sociaux. Il y avait Robert Laplante, qui était aussi étudiant au doctorat en sociaux, ou peut-être en maîtrise encore, je ne sais plus, mais qui était membre de Possible. Donc, là, ça m'a ouvert vraiment au monde des revues. Donc, moi, quand j'ai commencé à Possible, on travaillait encore avec les plombs. C'était, pour la composition, c'est vraiment une autre époque. Et puis, à travers Possible, je suis devenue membre vice-présidente de l'Association des éditeurs de périodiques culturels québécois, qui est l'ancêtre de la SODEP, la Société de développement des périodiques. Donc là, j'ai rencontré plusieurs personnes travaillant à plusieurs revues. Donc Jean Jonassin, qui était à des Rives, qui était président de cette association. Mais j'ai connu aussi beaucoup des gens du Temps fou, des Herbes rouges, de Spirale, pas de Spirale, je veux dire de Parachute. D'intervention, comment ça s'appelle, Inter, de Focus, qui a publié quelques années. Donc, j'ai rencontré plein de monde du milieu des revues, et c'était un milieu très intéressant, très stimulant. Et Jean Jonassin a organisé un stage avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse en France sur l'édition des périodiques. Donc, j'ai participé à ce stage. C'est la première fois que j'allais en France. J'étais allée au Mexique, j'étais jamais allée en France, c'était 3 semaines. Ça a été très intense. On a rencontré des gens de plein de revues, puis on a noué des liens entre les revues. Donc, les revues, c'est devenu quelque chose de très important pour moi. Et cette participation à Possible qui s'est continuée jusqu'à vers 83. Après ça, il y a eu un éclatement à Possible. Tous les gens qui avaient moins de 30 ans sont partis du comité de rédaction en claquant la porte. Bon. Et donc, je faisais partie de ce groupe. Donc, après ça, je n'ai plus jamais collaboré à Possible. Donc, il y avait toute cette effervescence culturelle qui me rattrapait une fois de plus. C'était pas nouveau pour moi, les revues, parce que quand j'étais petite, mes parents étaient abonnés à plusieurs revues. Notamment, je me souviens qu'ils étaient abonnés à Maintenant et à Culture Vivante. Ça, c'est plutôt ma mère, en fait, qui était abonnée à des revues. Mais il y avait des revues chez nous. Puis là, le fait collaborer à des revues, de rencontrer des gens d'autres revues, pour moi, là, c'était très, très, très stimulant. Et puis, au bout de ma thèse de doctorat, le socialiste n'est pas théorisable de part en part, n'est-ce pas, se posait avec acuité la question de l'art. C'est comme si j'ai trouvé l'art au bout de ma thèse, comme l'art comme mode de connaissance, comme mode de compréhension du monde. Donc, ça s'est imposé avec moi, à moi, à l'époque où je travaillais dans le monde des périodiques culturels. Donc ça a été déterminant aussi dans ma formation, dans mes années de jeunesse. Voilà. Après ça, mes années de jeunesse se sont terminées, n'est-ce pas? J'avais un doctorat en poche. Là, toujours la question, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande? Alors, là, venait d'être fondé à l'époque l'IQRC, c'est-à-dire l'Institut québécois de recherche sur la culture. C'était Fernand Dumont qui était directeur de cet institut.
Et quand l'Institut est parti, comment Dumont a procédé? Il a rencontré quelques-uns de ses amis, puis il leur a dit, j'ai de l'argent, partez donc une équipe de recherche. Alors, engagez votre monde, puis partez-vous une équipe de recherche. Alors, il avait confié un mandat comme ça à Marcel Rioux, qui s'est rapidement associé à Gabriel Gagnon, et qui ont engagé les 3 jeunes qui étaient dans Possible, dans le comité de rédaction de Possible, c'est-à-dire moi qui venais de terminer mon doctorat, Jean-Pierre Dupuis qui venait de terminer sa maîtrise, et Robert Laplante qui venait aussi de terminer sa maîtrise. Donc, on est engagé pour travailler sur un projet qui s'appelait « Les pratiques émancipatoires en milieu culturel », en milieu populaire, je veux dire. C'était un projet où est-ce que, selon la perspective de Marcel Rioux et celle de la sociologie engagée, on devait travailler dans une perspective d'intervention sociologique. Donc, de travailler non pas sur des groupes, mais avec des groupes pour les aider à élucider les conditions d'émancipation ou de changement social. Alors, c'était quand même assez intéressant comme défi. Moi qui avais fréquenté beaucoup de travailleurs sociaux et d'animateurs sociaux dans les années 60, des gens qui ne demandaient rien d'autre, rien de plus que de changer le monde, qui avaient connu des militaires nationalistes péquistes qui voulaient eux aussi à leur façon changer le monde. J'avais aussi été proche d'une certaine façon de la contre-culture, sans y être vraiment, mais je connaissais beaucoup de gens qui en avaient fait partie. J'étais proche du monde des auberges de jeunesse. Donc, aussi, c'était tous des gens qui voulaient changer le monde. Donc, travailler sur les pratiques émancipatoires en milieu populaire, en disant sur des gens qui veulent changer des choses et nous, en tant que sociologues, intervenir auprès d'eux pour essayer de les aider à aller plus loin dans leur démarche, ça me parlait tout à fait. Voilà. Alors, sauf que M. Dumont venait de publier un livre qui s'appelait « L'anthropologie en l'absence de l'homme », où est-ce qu'il prônait pour une science sociale neutre. La position qu'il défendait là-dedans était totalement à l'inverse ou à l'opposé de celle de Rioux sur élucider les conditions de l'émancipation, qui était, pour faire une phrase courte, et dans les mots de Rioux, ce qu'on cherchait à faire dans notre projet. Et Dumont qui n'y croyait pas, mais comme Dumont, au fond, et Rioux avaient des bons contacts personnels, on a pu faire ça. Alors, on a commencé par essayer de clarifier ce qu'on voulait faire comme type d'intervention sociologique. Donc, on ne voulait pas faire de l'intervention à la Touraine, ni à le courant français qui a écrit L'Arpenteur, ou de René Louraud, comment il s'appelle? Bon. Bref, on ne voulait pas faire ce genre d'intervention. Donc, on s'est vraiment comme créé, concocté une façon qui serait la nôtre de faire de l'intervention sociologique. Et pour ça, il fallait choisir des terrains. Donc, moi, je m'étais promenée entre plusieurs terrains. J'avais rencontré des gens de différentes revues que je connaissais. J'avais été voir des radios communautaires. Puis, finalement, mon choix s'est fixé sur les coopératives d'aliments naturels, d'alimentation saine, comme on disait à l'époque. Ces coopératives étaient organisées en réseau. Jean-Pierre Dupuis, lui, a travaillé sur le regroupement des organismes communautaires et culturels de Rimouski et Robert Laplante sur les serres coopératives de Guyenne. Au fond, on a chacun choisi des terrains qui nous ressemblaient. Moi qui n'étais pas vraiment dans la contre-culture, mais qui a toujours eu des problèmes avec la société de consommation. Là, j'étais dans un milieu avec des gens qui avaient, eux, des encore plus gros problèmes que moi, je pense, avec la société de consommation. Donc, j'étais quand même pas dans ce milieu-là, mais j'étais compatible avec ce milieu-là, alors que, par exemple, Robert Laplante et Jean-Pierre Dupuis n'étaient pas compatibles avec ce milieu, pour le dire comme ça. Ben, tu sais, des fois, on était dans des assemblées générales à la balance, et puis ces esprits s'échauffaient. Alors, quelqu'un se présentait au micro et disait « Je viens de tirer le yiking, et voici l'oracle. » Alors, ça faisait tout de suite tomber la tension, parce que la moitié de la salle riait comme des fous. On disait « Bon, un illuminé qui nous lit le yiking. » J'étais un peu dans cette catégorie. Puis l'autre qui dit « Oh oui, le yiking. » Alors, c'était un milieu assez particulier. Alors, quand je me dis, bon, mais comment je vais faire, moi, pour m'insérer dans ce milieu-là et y faire
de l'intervention qui passait par l'observation participante. Et une observation participante qui, au fil du temps, pourrait se transformer en intervention. Alors, je vais rencontrer des gens au conseil d'administration de la Balance. C'est qui toi? Parce qu'au début, je rencontre une personne ou deux. Mais t'es qui toi? C'est quoi ton projet? Mais tout à coup, surgit Louise Pagé, qui était une de mes anciennes consoeurs de classe de mathématiques, qui était devenue prof de maths au cégep. Louise Pagé, juste pour faire une parenthèse, quand elle était étudiante en mathématiques, elle habitait à Laval et il y avait eu une grève de transport à la commission des transports. Donc, un jour, elle frappe à la porte chez nous, j'habitais plus avec mes parents à l'époque, et elle dit « Pourriez-vous m'héberger quelque temps? » Parce qu'elle dit vraiment, je n'arrive plus à voyager, ça n'a pas de bon sens. Finalement, elle est restée chez nous jusqu'à la fin de la session et on a eu beaucoup de plaisir avec elle. Et Louise Pagé était sur le conseil d'administration de la Balance, ce que je ne savais pas. Je l'avais un petit peu perdu de vue, puis là, on s'est retrouvés comme la ronde Zanfroire, ça a été très agréable. Et Louise était sur le conseil d'administration, et elle a dit « Ben oui, André Fortin, je la connais. » Et d'ailleurs, c'est quand j'habitais avec elle que j'ai commencé à bien manger. Puis je dis « bien manger », en fait, on mangeait beaucoup de produits frais, beaucoup de légumes, pas beaucoup de viande. En tout cas, elle dit cette phrase, c'est quand j'ai habité avec elle, j'ai commencé à changer mon alimentation et à bien manger. Alors là, tout de suite, j'ai été acceptée. S'il n'y avait pas eu cette personne et cette phrase à ce moment-là, je ne sais pas si j'aurais pu faire tout ce que j'ai fait, mais enfin, elle était là et ils ont vu que c'était vrai qu'on était des bonnes amies. Alors, j'ai travaillé moi, j'avais un doctorat en sociaux. Je n'avais jamais fait de terrain. J'avais fait une thèse théorique et un mémoire théorique. Alors là, je n'avais jamais même fait d'entrevue de ma vie. Hein. Alors là, il fallait que je fasse de l'observation participante. Alors, je me souviens tout à fait que les premières fois que j'allais à la Balance, j'avais l'impression de monter l'escalier à rebours. Tu sais. Il y avait les odeurs, parce que c'était un entrepôt d'aliments naturels, il y avait des odeurs extraordinaires, mais ces odeurs-là m'effrayaient en même temps. Alors, je racontais ça souvent après aux étudiants. Je dis, ne vous en faites pas, la première entrée sur le terrain, que ça se passe à un moment ou l'autre, c'est toujours difficile. Alors, finalement, bon, ça s'est bien passé, mais les premières fois, c'était assez difficile. Donc, la façon que l'intervention sociologique, ça s'est passé pour moi, c'était de l'observation participante. Et donc, je participais à toutes sortes d'activités, je travaillais comme bénévole, je donnais un coup de main et j'assistais à toutes les réunions possibles. Et l'entente, c'est je ferai la secrétaire de réunion. Donc, ça fait pour moi, ça faisait mon affaire, je prenais des notes, mais eux, ça faisait leur affaire parce que personne n'avait à se taper la tâche plate de prendre des notes et de faire le procès verbal. Et au fil du temps, je me suis mis à rédiger des articles qui ont paru dans le journal interne de la Balance, qui s'appelait le Journal du réseau. Et j'en ai fait aussi pour le Journal de la Coop Saint-Louis. Donc, c'était la filière naturelle, le Journal de la Coop Saint-Louis. Donc, tous ces textes-là, évidemment, ont servi de premier jet à des éléments du livre qui est sorti quelques années après, qui s'appelait Le Réseau, tout simplement. R-E-Z-O, comme les gens l'écrivaient, qui était le réseau des coopératives d'aliments naturels, mais au fond, qui englobait beaucoup plus que ça, parce que c'était un réseau alternatif ou contre-culturel dans les années 80, si le mot s'applique plus vraiment, mais en fait, c'était tous des gens qui voulaient changer le monde, changer le Québec, changer la façon de vivre et le mode de vie et le rapport à la consommation. Donc, le livre parle de tout ça à travers un élargissement progressif d'une coop au réseau. Donc, ça, j'ai fait ça, donc, plus d'un an et demi d'observation participante. J'ai encore mes notes de terrain, mes beaux cahiers de terrain. Je prenais des notes à la main. Et puis, évidemment, quand on fait de l'observation participante, on ne note pas pendant, donc on note après. Je me souviens d'avoir passé des heures le soir en arrivant à la maison à noter des conversations. À la fin, la mémoire, ça vive et tu es capable de reconstituer des conversations assez complètes. Alors, voilà. Alors, j'ai fait ça pendant un bout de temps. Jusqu'à temps que je reçoive un téléphone de Simon Langlois, directeur du département de sociologie de l'Université Laval à l'époque, qui me dit « André, on a un poste qui s'ouvre, tu devrais poser ta candidature. »
Je dis, j'ai une job. Elle dit, tu devrais poser ta candidature. Je pose ma candidature, qui n'a finalement pas... Je me suis rendue à l'entrevue et je n'ai pas été retenue. Cette année-là, ils ont engagé... il y avait 2 postes. Ils ont engagé Denis Delage et Gilles Gagne. C'était des très bons choix, mais là, je leur ai dit, franchement, dans les finalistes, il y avait 2 femmes, puis vous avez engagé aucune femme. Franchement. Alors, je continue à l'IQRC. L'année d'après, Simon Langlois me rappelle, André, on a un poste, tu devrais... Ah, j'ai dit, écoute, l'an passé, je suis allée s'aîner à Québec, j'ai fait l'entrevue, vous ne m'avez pas retenu, vous n'avez même pas à engager de femmes, alors que dans votre département, il n'y en a presque pas. Niet. Il dit, Je dis, OK, d'abord. Fait que je suis allée, puis là, ce coup-ci, là, ils m'ont engagée. Alors, quand j'ai été engagée à l'Université Laval, je n'avais pas tout à fait fini mon terrain, donc j'ai dû le finir de façon un petit peu abrupte. J'avais jamais enseigné. J'avais pas peur d'enseigner parce que j'ai été assez longtemps étudiante. J'avais compris quelques trucs sans suivre de cours de pédagogie sur des choses à faire ou ne pas faire. Mais il fallait quand même que je donne 4 cours dès la première année. Fait que là, c'était assez raide. Alors, ma première année à Québec, mes souvenirs, c'est préparer des cours, donner des cours, préparer des cours, donner des cours. Et quand j'avais un petit peu de temps, travailler à mon manuscrit sur le réseau des cours. Et cette année-là, il y a 2 personnes qui m'ont vraiment aidé à passer à travers parce que je donnais des cours, mais je donnais 2 cours obligatoires, ce qui était un peu raide pour quelqu'un qui n'avait jamais enseigné. Un cours de métaux, d'introduction à la métaux. Alors, quand venais d'être engagée et de prendre possession de mon bureau, quelqu'un frappe à ma porte et il me dit « Bonjour, je me présente, je suis Michel Desèvres, on s'est croisés à l'entrevue, mais on ne se connaît pas vraiment. » Il dit « Je donne des cours de métaux, moi aussi, mais au niveau plus avancé. » Moi, je donnais un cours d'introduction. Il dit « Si tu as des questions, n'hésite pas, viens me voir. » Et Michel, c'était un homme extraordinaire et je l'ai dit souvent publiquement. Et là, je leur ai dit, s'il n'avait pas été là, je ne sais pas comment j'aurais passé à travers cette première année d'enseignement. J'arrivais presque chaque semaine dans son bureau en disant « Michel. » Et il me dit toujours « Ah, j'ai pas de temps aujourd'hui, je suis pressée 2 minutes. » Puis je repartais 1 heure après. Alors, avec lui, il m'a vraiment aidé à structurer ce cours de métaux, pas parce que je ne savais pas comment le faire, mais c'était aussi de trouver les exercices, les exemples, dis-moi sur quoi les étudiants accrochent, parce que j'étais bien consciente que dans un cours de métaux, les étudiants, ils rentrent à reculons, puis d'un cours de métaux, tu sais. Bon, alors là, je dis comment on fait pour rendre un cours de métaux intéressant? Donc là, j'ai eu vraiment avec lui vraiment des discussions super pour ce cours-là, et il m'a vraiment beaucoup aidé. L'année d'après, j'ai redonné le cours, puis là, ça roulait, puis je lui en ai reparlé après de petits détails, mais la première année, vraiment, je lui dois une fière chandelle. Et le cours de théorie obligatoire aussi que je donnais, je devais parler d'auteurs que je n'avais jamais lus. Fait que là, je vais voir Gilles Gagné, qui avait été engagé 1 an avant moi. Puis là, on discute. Je le connaissais bien parce qu'on avait été au doctorat ensemble. Puis là, il m'a donné une couple de pistes intéressantes. Puis là, j'ai dit, ça y est, là, j'ai compris. Puis là, j'ai passé à travers cette première année. Et puis, donc, la deuxième année a été plus facile parce que j'ai redonné en gros les mêmes cours. Et dans la deuxième année, là, j'ai commencé un peu à lever la tête hors de l'eau. Et j'ai commencé à collaborer à la revue Nuit Blanche, revue littéraire. Là, c'est Marc Chabot que j'avais connu il y a très longtemps, donc dès le secondaire au cégep. J'avais un peu gardé le lien de Marc Chabot qui me tire à Nuit Blanche. Donc, je suis restée une 20aine d'années à Nuit Blanche comme collaboratrice puis membre du comité de rédaction, donc revue littéraire. Et j'ai collaboré aussi à titre de membre du comité de rédaction à la revue Intervention qui est devenue Inter. Ça, c'est des gens que j'avais connus au stage à Paris sur les périodiques. Donc, là, je trouvais mes marques. Là. Je commençais à être comme un poisson dans l'eau un peu à Québec, là, avec un peu d'enseignement, un peu d'expérience en enseignement, des revues à Québec, puisque j'avais rompu avec les revues de Montréal. Et puis, donc, là, j'écrivais beaucoup. Et au fond, je me suis rapidement rendu compte que les cours de métaux, c'était les plus faciles à donner. Comme les maths, je disais tantôt, c'était le bac le plus facile. Les cours de métaux, c'est parce que tu ne peux pas réinventer la métaux. Une fois que tu as bien compris comment présenter aux étudiants la façon de faire des entrevues, la façon de monter un questionnaire, la façon d'analyser ces entrevues, comment faire de l'observation participante, quoi faire, quoi pas faire,
ça sature. À un moment donné, tu ne peux pas réinventer l'art de faire une entrevue. Donc, mon travail, puis j'ai donné des cours de métaux toute ma carrière, ça a été non pas de préparer les cours, mais ça a été de penser à des exercices intéressants et pertinents pour les étudiants. Donc, j'ai mis beaucoup d'emphase dans ces cours-là sur la pédagogie, mais au fil des années, de moins en moins de préparation. Puis au fil des années, quand j'étais à Québec, j'ai eu l'occasion de faire des focus group, j'ai fait de l'analyse de contenu, différents types de méthodes. Fait qu'au bout de ma carrière, j'ai fait de l'observation participante, des entrevues, des questionnaires, des focus group, d'analyse de contenu, des statistiques descriptives, whatever. Alors, les dernières années, c'est comme si j'improvisais mes exemples. J'arrivais en classe, j'avais des notes de cours avec des exemples préparés, puis au fil de la conversation, j'improvisais d'autres exemples parce que la métaux, pour moi, j'ai fait beaucoup de recherches, donc ça n'a jamais été un problème. Puis je me suis rapidement rendu compte de ça, que la métaux ne m'absorberait pas de la même façon que si je donnais un cours, j'ai donné un cours sur l'utopie, j'ai donné beaucoup de cours sur l'art, sur la culture, sur les mouvements sociaux. Bien, quand je donne des cours comme ça, quand je donnais des cours comme ça m'habitait complètement. Je me couchais le soir, j'y pensais, je me levais le matin, j'y pensais, je lisais le journal, j'y pensais. Ah, tiens, tel événement qui s'est passé dans les derniers jours, je vais en parler aux étudiants. J'écoutais les informations, tel événement. J'étais toujours à l'affût des livres, des articles qui sortaient. Donc ça m'habitait tout le temps. Parce que la métaux, cette semaine, on parle des entrevues, c'est bon, OK. Bon, alors, ça me laissait du temps pour faire autre chose, et notamment pour écrire. Donc, et au fil des années aussi, j'ai fait quelques articles sur la méthode, sur les méthodes, sur l'observation participante. C'est curieux parce que dans un collectif d'anthropologie, j'avais fait un article sur l'observation participante, ce qui est un peu drôle d'ailleurs, parce que je n'étais pas anthropologue, mais on m'avait demandé de faire l'article sur l'observation participante, en fait. Que j'avais pas fait dans un terrain exotique, mais quoique le réseau des coop, je faisais allusion tantôt au leaking d'assemblée, c'était parfois un peu exotique aussi. Donc, j'étais professeure à Laval, et là, la tête commençait à émerger un peu au-dessus de l'eau. Et là, il y avait des pressions très fortes à faire de la recherche et de subventionner, donc d'aller chercher des subventions. OK, là, tu dis, je commence à peine à tomber sur mes pattes, il faut que je fasse de la recherche subventionnée. Et je me suis dit, ouais. Entre-temps, j'avais connu Denis Delage. Comment l'ai-je connu? Bien, Denis, il rit tout le temps. Il rit très fort et il rit tout le temps. Alors moi, j'étais dans mon petit bureau, dans mon petit recoin, puis je travaillais tout le temps. Puis là, je l'entendais rire. Je dis, c'est qui ce gars? Il rit tout le temps. J'ai dit, il faudrait que je le rencontre, il faudrait que je le connaisse. J'ai dit, c'est le seul qui rit tout le temps. J'allais dire même, c'est le seul qui rit dans cette université-là. Alors, c'est comme ça que j'ai connu Denis. En fait, il avait été engagé 1 an avant moi, puis lui aussi était dans une passe, je prépare des cours, je donne des cours, je prépare des cours, je donne des cours. Et à un moment donné, on s'assoit dans cette salle même, ici, oui, dans la salle où on est en ce moment, qui était à l'époque une salle de café. Et on s'assoit autour d'un café, Denis puis moi, puis on dit, il faut faire de la recherche. Ce serait donc plus le fun si on faisait quelque chose ensemble, parce qu'on s'aimait bien, puis là, on dit, ouais, ça serait plus rigolo, hein? Pourquoi se faire chier? Bon, on va se faire du plaisir, on va le faire ensemble. Denis, spécialiste des Amérindiens, moi qui venais de terminer un livre sur la contre-culture. Alors, ça lui a fait comme un écart. Alors là, on a fait un genre de brainstorming, et on s'est dit, on va faire quelque chose sur la famille. Parce que tous les deux, ça nous chicotait. Denis, à l'époque, ses enfants étaient à Montréal et il venait le voir à Québec toutes les semaines. Donc, il se posait beaucoup de questions sur la famille contemporaine et le devenir de la famille. Et moi, dans le réseau des coopératives, en fait, il m'était apparu que les relations hommes-femmes n'étaient pas aussi cool qu'elles auraient pu l'être. En fait, dans les textes écrits, c'était magnifique sur les relations hommes-femmes. J'ai fait quelques entretiens aussi avec des gens dans ce milieu-là. À l'oral, tout le monde avait 10 sur 10. Les gars, là, 10 sur 10. Mais j'observais quand même que quand il y avait des réunions qui se prolongeaient, bien, c'était les filles qui faisaient le rapport. C'était les filles qui s'occupaient des enfants. C'était les filles qui tapaient les procès-verbaux. Alors que les gars parlaient. Je me disais,
À l'oral, c'est 10 sur 10, les gars, mais en pratique, c'est 2 sur 10. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas changé dans les relations hommes-femmes, mais dans les relations familiales aussi, ou le rapport aux enfants qui me paraissait important là-dedans. Donc, Denis puis moi, on s'est dit, on va faire quelque chose sur la famille. Donc, c'est comme ça que... Alors, je suis très fière de moi, puisque je suis la seule qui n'a jamais réussi à faire travailler Denis sur autre chose que les Amérindiens. Mais ça a été très, très, très agréable de toute cette recherche. Alors, on a eu une subvention. On a eu 2, même. On a engagé 6 étudiants qui on a envoyé faire des entretiens sur la famille, mais aussi les réseaux familiaux. Et on les a envoyés au centre-ville et en banlieue, dans des quartiers riches, dans des quartiers pauvres, parce qu'on pensait que tout ça pouvait moduler les relations familiales, chez des propriétaires, chez des locataires, dans des coopératives, dans des HLM. Bref, on a fait une chose que j'ai toujours dit aux gens de ne jamais faire. On a fait 370 entretiens. Entretiens, pas questionnaire, entretiens. Alors, c'était crackpot. Et oui, hein, je vois des grands yeux là, qui s'ouvrent pendant que je parle. Bon, mais ce qui nous permettait de faire des mini-monographies sur des quartiers, sur des modes de tenue, donc propriétaires, locataires, sur différents aspects, et d'arriver après ça à une vision d'ensemble des réseaux familiaux. En 84 au Québec, au moment donc, où on a mené cette enquête 84-85. Donc, on est arrivé au constat qu'il y avait un noyau dur dans les réseaux. Il faut que je dise que notre échantillon était constitué de parents d'enfants fréquentant les écoles primaires. On avait eu les listes par la Commission des écoles catholiques de Québec à l'époque. Maintenant, les comités d'éthique ne permettraient plus ça, mais à l'époque, on leur a gentiment demandé. Ils nous ont envoyé des listings avec des noms, des numéros de téléphone, et on avait la liste des parents d'à peu près toutes les écoles, primaires de la Commission de Québec. Donc, c'est tous des parents d'enfants d'âge scolaire, primaire. Et donc, il y avait un noyau dur. Donc, dans chaque réseau, il y avait un membre de la parenté et une voisine, ou un voisin, mais souvent c'était une voisine. Et il y avait 3 types. Donc, un qui correspondait à une famille moderne, l'autre, on pourrait dire, traditionnelle, et une autre postmoderne. Donc, ça, on ne l'avait pas cherché, mais c'est ça qui est apparu. Voilà, ça, c'était cette recherche un peu folle que j'ai faite avec Denis et dans laquelle j'ai compris ce que ça voulait dire la saturation, dans les 2 sens du terme, parce que j'ai réécouté pas mal de ses entrevues. Denis en a écouté aussi un grand nombre. Mais quand j'écoutais une entrevue, au bout de 5 minutes, je savais exactement ce que les gens allaient me dire. Au bout d'un certain temps, j'avais compris c'était quoi les patterns. Donc, la saturation, on l'a obtenue bien avant les 370, mais les 370 nous ont permis vraiment des comparaisons intéressantes entre différents types de familles.